Saw est tout simplement une des sagas de l'horreur qui tient le mieux en termes de longévité. En même temps, tout dans ces films est réuni afin d'avoir un spectacle à la hauteur de l'attente. Cependant, la manière dont l'univers a été lancé est incroyable et on reviendra dessus. Je pourrais faire une vidéo générale sur la saga dans sa globalité, mais j'ai choisi d'axer mon propos sur l'humain, et ce dans tous les sens du terme. Donc préparez-vous et rentrons dans le monde de Jigsaw. Saw, c'est tout simplement l'histoire de John Kramer, un homme à qui il ne reste que très peu de temps à vivre et qui décide de vouer le reste de sa vie à défier, en les torturant, les humains qui ont causé du tort dans leur vie. Ça peut aller de l'énorme crime au simple délit en passant par des addictions. Et pourquoi ferait-il tout ça? La volonté de John est de faire en sorte que les gens, à la suite de cette expérience traumatisante, se rendent compte de la valeur de la vie et à quel point elle est précieuse. Lui qui, justement, n'en a plus pour longtemps. Par exemple, dans le premier film de James Wan sorti en 2004, un personnage du nom d'Amanda se fait torturer, elle qui était notamment addict aux substances. En effet, elle avait une sorte de casque en fer autour de la tête, qui était notamment relié à sa bouche. Et en 60 secondes, elle devait retrouver une clé afin de désactiver le mécanisme, et c'est un petit peu le principe inverse d'un piège à loup, c'est-à-dire que le piège s'ouvre de façon très puissante, ce qui aurait pour conséquence de détruire la mâchoire du personnage. Mais la question qui reste en suspens c'est, où est la clé? Eh bien la clé se trouvait dans le ventre d'un homme drogué au sol à côté d'elle. Il lui fallait alors ouvrir le ventre de cet homme encore en vie pour trouver la clé et se défaire de la machine. Et le tout, encore une fois, en moins d'une minute. Ayant réussi, elle s'inscrit dans la liste des survivants de Jigsaw et par ailleurs, elle confiera aux policiers que ce piège l'a fait sortir de son addiction aux substances. Elle dira même que Jigsaw l'a sauvée, puisque sans ça, elle n'aurait sans doute jamais arrêté et serait déjà morte d'une overdose. On décrit souvent les films Saw de films gratuitement gore alors que le propos n'est pas tant dans le spectaculaire, quoique, mais aussi dans le psychologique, de ce que cela veut raconter derrière, en sous-texte. Ainsi, je ne vois pas uniquement cette saga comme une saga d'horreur, mais aussi comme des films de thriller psychologiques. La volonté de définir la saga Saw de gore est légitime. Cependant, chaque piège, aussi sanglant soit-il, est une réponse à un acte commis par le passé. Dans le 6e opus, une mère de famille a l'occasion d'utiliser un piège contre celui qui a causé la mort de son époux, et la mort se fait à l'acide. Et c'est un parallèle avec le fait que le personnage pris au piège était un assureur véreux qui laissait pourrir ses clients pour son propre profit, et ce personnage a fini lui-même par être brûlé à l'acide et à pourrir de l'extérieur, lui qui était déjà pourri à l'intérieur. Jigsaw ne tue pas pour tuer. Par ailleurs, lui-même ne se considère pas comme un assassin, laissant ses victimes choisir de vivre ou non. Il est à la genèse du piège, mais le choix leur appartient, avec cette fameuse phrase « Vivre ou mourir, à vous de choisir ». Toujours dans le 6e film, il y a quelque chose de très intéressant concernant la manière dont les personnages se défendent. En effet, William, donc cet assureur véreux, va se rendre compte que certaines personnes sont prêtes à tout pour vivre. En effet, il est face à un piège en lien avec une roulette russe, c'est-à-dire que plusieurs personnes vont passer et il va devoir choisir qui tuer. Et ce qui est intéressant dans cette scène, au-delà du choix qu'il fera, c'est la manière dont se défendent les victimes, elles qui ont toutes quelque chose à se faire pardonner. Une des personnes attachées pour être sauvée va même essayer de faire croire à William qu'elle est enceinte alors que c'est un mensonge uniquement pour se voir accorder la survie. Mais elle finit par mourir puisque les autres participants, qui ont également leur vie en jeu, la dénoncent en disant que le fait qu'elle soit enceinte est littéralement impossible et donc elle finira par mourir. Mais le plus marquant dans ces victimes, c'est le dernier. En effet, il ne va cesser de se défendre et une fois que le choix de la dernière mort se portera sur lui, sa réelle nature apparaîtra. Une nature qui a peur de la mort mais qui sait que c'est inéluctable. Alors il fera culpabiliser William afin qu'il soit encore plus mal. C'est une défense personnelle qui n'est plus nécessaire mais qui est faite puisque c'est le propre de l'homme d'essayer de s'en sortir quoi qu'il en coûte et de laisser parler sa rage quand il la juge nécessaire. Et c'est le parfait exemple de ce que l'on appelle le dilemme du tramway. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement une expérience de pensée décrite par Philippa Foot qui n'est autre qu'une philosophe britannique. Le principe est le suivant, un tramway fonce sur 5 personnes et nous avons le choix de changer la trajectoire du tramway qui fera en sorte que ce dernier fonce sur une seule personne. Donc soit nous tuons 5 personnes, soit on en tue une. La mort est donc inévitable, mais quelle solution est la plus juste? Et c'est ce cas de figure qui est présenté dans la plupart des films Saw. En effet, avec ce piège de la roulette russe, William a la possibilité de sauver 2 personnages sur 6, mais par conséquent, a-t-il sauvé 2 personnes ou en a-t-il tué 4? Un des exemples les plus parlants à ce niveau-là est en lien avec le piège avec les scies circulaires et la vitrine. En effet, il y a une table sur laquelle il y a 3 scies posées. Une en bout de table à gauche, une au centre et une en bout de table à droite. Au niveau des scies en bout de table, nous avons un homme de chaque côté et nous avons une femme pendue en l'air, juste au-dessus de la scie se trouvant au centre de la table. Et on comprend assez aisément que les 2 garçons se connaissent et que chacun d'entre eux est sorti avec la femme. Et on peut même supposer qu'elle en a trompé un avec l'autre et inversement. C'est donc un triangle amoureux mortel. Et dans ce
piège, une des 3 personnes doit mourir afin que les 2 autres survivent. Les 2 hommes se battent à mort, et tandis que l'un a l'ascendant, la femme pendue est de son côté, puisque s'il ne bouge pas les tables, elle finira elle-même par être tuée. Cependant, quand elle encense celui qui gagne, quand ce dernier finit par perdre, elle va encenser celui qui est en train de gagner actuellement. Donc son discours change en fonction du vainqueur. Mais alors, que faire? Est-ce qu'on doit tuer la femme aimée parce qu'elle a fait du mal aux 2 personnages? Est-ce que l'un des 2 garçons doit se sacrifier afin de sauver cette femme qui ne les aime pas? Nous, en tant que spectateurs, notre cerveau aurait tendance à choisir le côté des victimes, et donc des 2 hommes. Mais ce qui est intéressant, c'est le questionnement. Est-ce que tromper quelqu'un mériterait de se faire scier en 2 de manière atroce? Malheureusement, un choix doit se faire dans cette situation, et même nous, en tant que spectateurs, nous devons choisir, puisque nous rentrons dans le jeu de Jigsaw, et on doit, par conséquent, suivre ses règles pour survivre. Au final, c'est la femme qui se fait tuer, et les 2 hommes restent en vie, mais le questionnement reste le même. Ai-je sauvé un homme, ou ai-je laissé mourir une femme? Les choix sont souvent cornéliens dans cette saga, ne laissant la place qu'à l'horreur et la destruction psychologique. Cependant, comment continuer à vivre avec ça sur la conscience? C'est pourquoi toujours dans ce même film, Bob Dagen, qui se fait passer pour un survivant, réunit justement des survivants à Jigsaw pour avoir leur point de vue et leur expérience, les pièges face auxquels ils ont fait face, et de savoir si cela les a changés. Le fait de les avoir fait se réunir fait résonner d'autant plus le principe même de Jigsaw. Ai-je, après tout ça, profité de la vie? Une question qui ne se pose pas vraiment pour le personnage de Simone, qu'on avait déjà vu dans le 6e opus. Elle qui avait survécu à un piège où elle devait mettre plus de chair que son adversaire, et qui a fini par se couper le bras. Elle pose un questionnement sur les réelles blessures post-Jigsaw. Elle a perdu une part de sa motricité, donc elle se considère comme étant l'une des plus grandes perdantes du jeu, alors qu'elle a la vie sauve. De plus, elle ne sait pas ce que les autres ont pu endurer de manière psychologique pour en arriver là. Donc la nature des douleurs des victimes est également un point à prendre en compte. Revenons sur le personnage d'Amanda. Son sacrifice est l'un des plus soft. En effet, dans les pièges de Jigsaw, on doit souvent faire appel à de l'irrationalité étant confronté à la mort. Soit on perd quelque chose, soit on perd la vie. Ainsi, en général, pour remporter le jeu, il faut traverser une épreuve qui nous fera perdre beaucoup, aussi bien physiquement que mentalement. Dans Saw 6, l'exemple de William est le plus criant, lui qui a perdu 4 de ses 6 associés sans avoir pu rien faire, notamment avec le jeu de la roulette russe. Ainsi, pour gagner, il faut perdre. C'est un principe que n'a pas reçu Bobby Dagen dans le 7e film. En effet, dans Saw 3D, ce personnage se fait passer pour un survivant des pièges de Jigsaw, cependant c'est un menteur qui est entouré d'une bande qui lui permet de mentir de manière professionnelle. Il fait des plateaux télé, il a même écrit un livre, il réalise un documentaire pour raconter son passé de survivant qui n'a jamais existé. Il va même créer un groupe de paroles dont on a parlé précédemment pour avoir des témoignages pour son documentaire. Il est allé très loin dans le vice, mais son mensonge va, bien évidemment, le rattraper. Lui qui disait avoir survécu à un piège où il devait s'accrocher avec des crochets au niveau des pectoraux, va être servi. C'est le piège final qui l'attendra à la fin du film. Il ne peut donc pas prétendre avoir gagné comme les autres qui ont sacrifié des membres, des personnes ou même une partie d'eux-mêmes sans perdre. Dans ces jeux, une seule personne peut réellement gagner, John Kramer. S'ils réussissent, il sait que les survivants n'en sortiront pas indemnes et risquent de changer leur manière de vivre et de se remettre en question sur leurs agissements passés, mais également sur le piège qu'ils ont vécu. How did that make you feel? Free. Pour lui, il n'est aucunement un meurtrier, puisque le choix appartient au piégé. Il n'a aucun attachement jusqu'à ce qu'il y ait un vainqueur. En effet, si une personne meurt, la plupart du temps son cadavre reste sur les lieux, et ce pendant plusieurs années. C'est notamment le cas dans le film Jigsaw. Dans le cas où quelqu'un survit, il va s'empresser d'aller sauver la personne, et d'appeler donc une ambulance, puisque son but n'est pas de tuer, mais de s'en rapprocher pour finir par apprécier la vie. Mais après tout ceci, il y a une question qui reste en suspens. Peut-on réellement apprécier John Kramer ? Il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Chacun a sa perception des choses en regardant les films. Tout comme dans la diégèse, certains vont détester John Kramer tel le personnage de Jeff dans le 3e opus, qui va vivre donc des atrocités durant tout le film, qui va se retrouver nez à nez avec John et qui va finir par le tuer. Et d'autres vont le voir comme un messie. Et c'est le cas d'Amanda. Hoffman, lui, de son côté, est un petit peu plus en retrait mais se voit perpétuer la volonté de son chef. Il y a donc deux écoles. Pour nous, spectateurs, le fait de se placer du côté de Jigsaw ou contre lui ne fait pas de nous des héros ou des monstres. La limite du bien et du mal est assez obscure. Évidemment, des personnages comme Hoffman sont foncièrement mauvais et vont tuer plus qu'ils ne devraient. Mais par exemple, Amanda, notamment dans le 3e film, a envie de tuer plus que la volonté de Jigsaw. Cependant, Jigsaw revient souvent la voir en lui disant qu'il ne faut pas qu'elle abuse non plus. En effet, son dévouement dépasse souvent l'entendement et elle oscille entre suivi des règles et infraction. Par conséquent, elle est souvent remise en cause par Jigsaw, qui a toujours eu un plan bien prédéfini. Le propos même de la saga peut résider dans le questionnement de ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, et notamment dans le
10e film, le développement de caractère du personnage est tel qu'on ne peut que s'attacher à lui malgré toutes les atrocités qu'il commet ou qu'il a commises. Notre attachement est aussi voulu par la manière de filmer et de représenter l'horreur. La volonté d'établir des règles et de les suivre à la lettre montre que John Kramer a une certaine ligne de conduite. Toute personne qui réussit doit survivre, et non, le fait que vous appréciez ce genre de film ne fait absolument pas de vous des psychopathes. Selon Marissa Harrison, chercheuse et docteur en psychologie, nous sommes préprogrammés pour nous adapter aux phénomènes dangereux afin que nous puissions prendre des mesures pour les éviter. Encore une fois, c'est inconscient. Ainsi, qu'est-ce qui pousse le spectateur à regarder ce genre de film ? La curiosité morbide est le fait de s'intéresser à des faits malsains et anormaux. Et c'est totalement ce qui est notamment représenté dans les films Saw. Puisque dans la volonté de voir de la douleur, il y a un certain plaisir à aller voir ce genre de film. Mais donc, la souffrance est-elle liée au plaisir ? Eh bien, sachez qu'une expérience à ce sujet a été menée en 2006 par des psychologues. L'idée était d'infliger de petites brûlures aux volontaires et ils ont remarqué 2 réactions cérébrales. Une zone de plaisir s'activerait en premier lieu, puis une zone de douleur. Ainsi, la conclusion serait que le plaisir et la douleur seraient intimement liés, en tout cas d'un point de vue scientifique. Mais quel est le rapport avec les films Saw ? Le fait de regarder des films où les gens meurent, souffrent, se mutilent, pleure est un plaisir pour certains, mais tout en entraînant une certaine forme d'empathie. On a envie de voir comment les gens réagiraient face à ce genre de situation, donc on regarde, mais cela nous fait souffrir intérieurement. Par ailleurs, la saga joue sur ce concept. Revenons sur le piège de la vitrine du 7e film. Durant ce piège, beaucoup de gens peuvent regarder sans agir dans un premier temps. La curiosité prend donc le pas sur la raison. Les personnages ont d'abord tendance à voir ce qu'il se passe et d'agir après quand cela devient insoutenable. Et c'est notamment cette curiosité qu'ils ont réussi à bien retransmettre à l'écran. On se met nous-mêmes à la place des spectateurs de la scène, tandis que les victimes du piège seraient en réalité un aspect fictionnel, ce qui n'est absolument pas le cas, en tout cas dans la diégèse. Ce qui attise une curiosité en tant que spectateur, c'est cet abri. Lorsque nous regardons les films, on est tranquillement installé chez soi, pas enfermé dans un piège de Jigsaw. Donc le confort joue énormément sur la facilité que nous avons à consommer ce genre de produit. Les personnages dans les films agissent avec la peur pour eux, mais nous n'avons peur que pour eux, pas pour nous. Nous gardons notre lucidité puisque nous ne sommes pas nous-mêmes dans ce genre de situation et dans ce genre de piège à agir avec la hâte et la pression. Cela nous permet donc de dompter nos peurs et de savoir agir en conséquence si l'occasion se présente, même s'il n'y a que très peu de chance. Par ailleurs, la curiosité morbide est partout et fait l'objet d'énormément d'études, et notamment une de Susan Osterwick. Le créateur de contenu Cyrus North a notamment fait une vidéo dans laquelle il parle d'une de ses études. Alors l'étude, elle s'appelle Choosing the Negative, a Behavioral Demonstration of Morbid Curiosity. Et en gros, elle a pris des gens et elle leur a fait choisir à chaque fois une image négative, neutre ou positive. Et à chaque fois dans des contextes différents. Et en conclusion de son étude, elle nous dit la chose suivante. Le premier but de cette étude était d'examiner dans un environnement expérimental contrôlé si les gens choisissent délibérément de voir des images qui montrent la mort, la violence ou la blessure plutôt qu'une alternative non négative. L'étude présente a démontré constamment que les participants choisissent de voir des images qui montrent la mort, la violence ou la blessure. Cela correspond un peu, à moindre échelle, au fait de tomber parfois sur des vidéos ou des photos qui nous dégoûtent, mais qui vont nous pousser à tout de même regarder. Personnellement, je suis trypophobe, donc c'est la peur des petits trous comme les ruches ou les alvéoles. Et bien si je suis sur TikTok et que je tombe sur une de ces vidéos-là, eh bien je vais avoir tendance à regarder, aussi pour juger ma résistance à ce genre de choses, bien que ce soit ma phobie, et cela va donc dans le sens de l'étude, souvent être tourné vers le négatif. En résumé, la saga Saw n'est pas qu'une saga d'horreur. En effet, dans cette vidéo, il y a même beaucoup de points d'analyse en lien avec ces films-là que je n'ai même pas utilisés. Donc j'avais réellement envie de diriger mon argumentaire envers les différents corps, entre guillemets, c'est-à-dire Jigsaw, les victimes, mais également ceux qui sont passifs dans l'histoire, et notamment donc les spectateurs de certains pièges, mais également les spectateurs. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les films Saw si vous en avez envie. Alors sachez que c'est pour un public averti. La plupart des films, hormis le 3, sont interdits aux moins de 16 ans, le 3 étant interdit aux moins de 18 ans. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.